Bonjour à tous, nous sommes le 16 avril 2024. C'est un numéro spécial de la revue d'actualité L'Œil de Kousma qui porte exclusivement sur la situation géopolitique au Proche-Orient et les tirs iraniens sur Israël et les conséquences que on peut en attendre. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important, de partager auprès de vos amis dans votre réseau. Et si vous en avez la possibilité, vous avez un lien sous cette vidéo pour nous faire un petit don ou un plus grand don afin que nous continuions au mieux ce que nous faisons. Dans ce numéro spécial de la revue d'actualité, je vous ai dit, nous allons aborder la situation géopolitique sous un angle un peu différent de ce que l'on entend dans les médias, que vous pouvez entendre sur les médias mainstream, car je crois que nous faisons face là, encore une fois, à une très très grande incompréhension par rapport à ce qui est en train de se jouer, à ce qui se passe réellement et les conséquences que la situation actuelle peut avoir pour la région, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, mais également dans le monde et dans l'affrontement plus global entre le Sud global et l'Occident. Rappel des faits. Dans la nuit de samedi à dimanche, donc le 14 avril, l'Iran a tiré une salve de plus de 300 aéronefs, drones, missiles de croisière, missiles balistiques sur Israël. Rapidement, la prime analyse, passé l'inquiétude quant au sort des civils qui pourraient recevoir les missiles sur leur maison, il n'y en a pas eu, il n'y a eu qu'une fillette blessée. L'analyse commune a été la défense israélienne, aidée par les deux flottes américaines, aidée par le Royaume-Uni, aidée par la France, nous reviendrons sur notre participation à cette opération, et aidée par la Jordanie, ont stoppé 99% des missiles de l'Iran. Ha ha ha! Encore une fois, des incapables. Les Iraniens se sont ridiculisés. Notre défense est en airain, le dôme de fer israélien résiste à tout. Autre appel des faits. Très rapidement, à l'ONU, l'Iran déclare qu'elle a réalisé cette frappe en réaction à l'attaque israélienne, non revendiquée, mais très supposée israélienne, du 1er avril contre un bâtiment diplomatique iranien à Damas, en Syrie, en violation donc de la souveraineté de la Syrie et de la souveraineté de l'Iran. Selon l'Iran, légalement, elle ripostait à une attaque sur son territoire puisque les bâtiments diplomatiques sont réputés territoires nationaux des pays qu'ils représentent. On a bien évidemment analysé le fait que ce bâtiment diplomatique protégeait un centre de commandement iranien. D'ailleurs, c'est pour ça que 7 officiers supérieurs, des gardiens de la révolution, sont morts dans l'attaque. Il est évident, et ce n'est pas la première fois, que l'Iran utilise des bâtiments diplomatiques pour couvrir des opérations de renseignement ou des opérations de commandement militaire. Mais ma foi, ce serait tout à fait de mauvaise foi de penser que ce sont les seuls. À peu près tous les pays le font, et à commencer par les États-Unis. On peut toujours se considérer que la tenture sur le dernier étage de l'ambassade des États-Unis est là pour le décor. On sait très bien ce qu'il en a été sous François Hollande quand les États-Unis ont espionné les conversations de notre président de la République. Les ambassades servent également à d'autres choses, et d'abord au renseignement. Mais que ce bâtiment diplomatique ait contenu ou pas un centre de commandement, c'est néanmoins une violation du territoire iranien, d'où la revendication de l'Iran de cette riposte. Alors revenons sur cette nuit de tir. Un peu plus de 300 dispositifs volants militaires. 170 drones environ. On parle des drones Shahed, des drones qui volent à très très faible vitesse, on est dans les 250-300 km/h, et qui font un énorme bruit, donc des choses très 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 visibles, très aisées à repérer, très faciles à abattre. 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière.
300 à peu près. Or, l'analyse selon laquelle l'Israël aurait bloqué 99% des tirs vise, comme l'espère Biden, le président des États-Unis, à donner une victoire, au moins une victoire symbolique, une victoire communicationnelle à Israël et à Benjamin Netanyahou, en espérant qu'il n'escaladera pas, mais on va y revenir. La réalité, c'est qu'il a fallu le dôme de fer, c'est-à-dire tout le système de défense aérien antimissile israélien, qui est sûrement l'un des meilleurs et l'un des plus efficaces au monde, mais aussi le soutien de 2 flottes américaines présentes en Méditerranée, le soutien de la France et le soutien de la Grande-Bretagne pour arrêter une attaque de relativement faible ampleur, premièrement, et deuxièmement, totalement téléphonée. Pourquoi ? Parce que le 1er avril, lorsque l'attaque est menée contre le bâtiment diplomatique iranien à Damas, les Iraniens déclarent qu'il y aura une riposte. Et que cette fois-ci, ils ne se contenteront pas de riposter par leur proxy, à savoir par exemple le Hezbollah, les Houthis ou les unités combattantes en Syrie, sans annoncer clairement. Mais par le biais de Oman, Oman, qui fait le lien en particulier entre l'Iran et les États-Unis, par le biais de diplomates irakiens en déplacement aux États-Unis, par le biais, paraît-il, également de la Turquie, et très très directement, le matin de l'attaque, directement auprès des États-Unis, les Iraniens ont informé les États-Unis de l'attaque, en disant « ce sera une attaque tel jour, ce sera une attaque de faible ampleur, ce sera une attaque symbolique, pour montrer notre refus aux Iraniens de subir une attaque directe sur notre territoire. » Alors, avant toute chose, et pour éviter toute mauvaise polémique, je n'ai personnellement, ni quiconque à République souveraine, aucun amour pour la République des mollahs iraniens et la République islamique d'Iran. Je pense d'ailleurs que si les États-Unis et le MI6, c'est-à-dire le service d'espionnage britannique, avaient évité en 1953 de renverser le gouvernement élu du nationaliste socialisant Mossadegh, on n'en serait pas là. Et on n'en serait pas là si, depuis ces dizaines d'années, les États-Unis n'avaient pas soutenu tous les groupes islamistes et djihadistes possibles et imaginables pour renverser des gouvernements nationalistes plutôt socialisants qui ne leur conviennent pas. Mais c'est comme ça, on y est. D'ailleurs, peut-être, la France n'aurait pas dû protéger pendant des années, dans un château du sud de la France, l'imam Khomeini. C'est pareil, on l'a fait, on y est. Passons. Donc, aucun amour de ma part pour la République islamique. Je considère que les femmes y sont dominées, forcées à être voilées. Il y a d'ailleurs une très forte tension dans la société iranienne, en particulier dans les classes moyennes, qui refusent de plus en plus le diktat islamiste de la République islamique. Et de la même manière, comme je l'ai fait, que nous l'avons fait en communiqué à République souveraine, le Hamas est pour moi une organisation terroriste qui vise à bâtir un califat et dont la charte est totalement inacceptable. Et le 7 octobre est bien un massacre que j'ai qualifié de pogrom. Je préfère le dire parce que sinon, avec ce qui va suivre, on peut être vite qualifié de soutien à l'Iran. Or, ce n'est pas cela. Ce que je vais vous faire, c'est une analyse réaliste, géopolitique, totalement froide. Je m'intéresse à l'entité géopolitique israélienne, l'entité géopolitique Iran, les BRICS, l'Occident, les États-Unis. Que ce soit Biden, Trump, Netanyahou, un autre, Poutine ou le Tsar, peu importe, on s'intéresse aux espaces géopolitiques. Donc cette frappe iranienne est annoncée aux États-Unis. Donc là, on a une défense qui fonctionne alors très très bien, alors que les tirs sont annoncés, que le gros des missiles ou drones qui sont envoyés sont très aisés à abattre, sans aucun soutien ou très très faible soutien des Houthis et du Hezbollah, c'est-à-dire les proxys iraniens, et en plus avec le soutien de 3 pays occidentaux, les États-Unis, encore une fois leurs 2 flottes, le Royaume-Uni et la France.
Et malgré tout, plusieurs de ces missiles, c'est-à-dire les missiles les plus efficaces iraniens, sont passés et sont tombés là où ils sont tombés. Sur les dégâts, c'est compliqué à savoir ce qu'il en est. Les Iraniens exagèrent, les Israéliens, fort logiquement, minimisent, mais c'est assez peu important et assez secondaire en fait. Si réellement il y a eu des morts parmi les militaires, ou si tel avion a été détruit, ou si tel hangar a été abîmé, c'est secondaire. Le message est passé. Et les Iraniens ont réussi par cette opération, qui n'est pas une défaite, ils ont réussi à mettre une ambiguïté stratégique. Ce que notre président de la République, Emmanuel Macron, rêvait de faire avec la Russie en annonçant la potentialité de déploiement de troupes de l'OTAN au sol en Ukraine. Il n'a pas réussi puisque immédiatement ça a fait l'inverse. Ça n'a pas fait une ambiguïté stratégique pour la Russie, ça fait une assurance stratégique que la plupart des pays, à commencer par les États-Unis, n'enverront pas de troupes au sol. Effet raté. Par contre, là, l'effet iranien est totalement réussi. Frappe téléphonée, minime, sans soutien des proxys, et pourtant, certains missiles passent. Autre point important qui a été évoqué par certains, c'est que cette nuit de défense d'Israël contre une attaque relativement réduite a coûté plus de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour une nuit de défense. L'attaque elle-même a coûté entre 70 et 90 millions d'euros. On est dans un rapport de 1 pour 10 au moins. C'est également un message qui est donné, car on sait très bien que les réserves iraniennes en termes de balistique et de missiles sont bien supérieures à ce qui a été tiré cette nuit-là. La menace, c'est le coût. Et ça s'est déjà vu dans de nombreuses guerres. C'était une théorie discutée au moment de la guerre du Vietnam. C'était le 1 million de dollars pour chaque Viet Minh tué. Alors, tuer plein de Viet Minh, ils trouvaient ça très très bien, mais à ce tarif-là, c'est impossible à tenir sur le temps long. Et là, si une nuit de défense coûte 1 milliard sur une attaque minime, et que malgré tout des missiles passent, on voit l'ambiguïté stratégique des deux côtés. Il ne faut pas oublier que le jour même, le matin même de l'attaque, des commandos des gardiens de la Révolution ont attaqué un bateau réputé appartenant à un businessman israélien. Et ils l'ont attaqué à un endroit très très précis, pile dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est le passage le plus étroit du golfe Persique. Et en quoi il est si important? Et pourquoi il s'agit là d'un message géostratégique fait par les Iraniens? Eh bien, c'est parce que plus de la moitié de la production de pétrole mondiale passe par ce détroit d'Ormuz et que les Iraniens annoncent qu'il peut être coupé très aisément par eux. Il leur suffit de couler plusieurs bateaux et le détroit est bloqué pour un temps infini, en tout cas suffisamment long pour totalement déstabiliser l'économie mondiale. On a vu la réaction des États-Unis aux attaques de drones ukrainiennes contre des raffineries russes. Ils ont demandé à l'Ukraine de ne plus continuer pour la simple et bonne raison que ça risque de déstabiliser l'économie mondiale en accroissant le cours du pétrole dans une économie mondiale qui est déjà très 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 en tension. Autre donc menace de l'Iran très clairement énoncée par cet arraisonnage de ce bateau détenu par un Israélien. Et puis, il y a un autre effet qui montre que du côté iranien, cette attaque a été très très bien pensée. C'est que la rue arabe, les populations des pays arabes, ou des pays, disons, plus musulmans, sont très 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 en soutien historiquement des Palestiniens et de la cause palestinienne. Et surtout depuis la guerre entre Israël et le Hamas, qui se déroule à Gaza avec énormément de victimes civiles et une population qui est maintenant coincée dans le sud de Gaza, entre 1,5 million et 1,7 million de Palestiniens, menacés
de famine, puisque l'aide alimentaire et l'aide humanitaire, l'aide sanitaire n'arrivent pas dans des volumes nécessaires pour autant de réfugiés. Et bien des gouvernements arabes qui sont en tension avec l'Iran se trouvent gênés, car beaucoup ont condamné la frappe de l'Iran. La Jordanie a, elle, carrément aidé à abattre plusieurs des missiles ou des drones. Mais la cote de l'Iran augmente dans les populations arabes. Il suffit de suivre ce qui se dit dans la rue arabe pour voir que ça a été pris comme un moment de riposte, de victoire, une sorte de mini-victoire du monde musulman contre Israël. Et les gouvernements arabes l'entendent clairement. Pour l'Iran, pour les gouvernements iraniens de la République islamique, c'est aussi un avantage intérieur, en politique intérieure, puisque la situation est assez instable pour eux, et ils sont un peu... il y a eu une sorte de mini-révolution autour de la libération des femmes. Ce genre de soutien de facto à la cause palestinienne, de soutien direct militaire et osé attaquer l'Iran défendu par les États-Unis, augmente leur cote de popularité, y compris dans une partie de la population iranienne. Mais le piège, c'est la Jordanie. Car le roi Abdallah de Jordanie, le dernier roi hachémite, donc d'une dynastie venant d'Arabie Saoudite, le précédent roi hachémite avait été renversé en Irak, c'est le dernier roi hachémite qui est très 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 anglo-saxon dans sa culture, qui est souvent en appui d'Israël, au point, lors de cette attaque, de faire abattre des drones, à une population jordanienne composée de 70% de Palestiniens. Il y a déjà eu par le passé nombre de tensions, et certains, parmi les Palestiniens, ont le vieux rêve du premier roi hachémite de Jordanie, qui avait refusé que son pays s'appelle Transjordanie. Vous savez, il y a Transjordanie, d'un côté du Jourdain, et la Cisjordanie, qui est l'actuel territoire occupé de Palestine par les Israéliens, depuis 1967. Eh bien, il y a dans un vieux courant politique de cette région-là l'idée de faire un grand État palestinien en unissant ce qui était la Transjordanie, qui s'appelle la Jordanie d'aujourd'hui, avec la Cisjordanie, celle de la frontière de 1967. Et le soutien direct de la Jordanie, du dirigeant jordanien à Israël dans un contexte de guerre de Gaza, peut, à l'avenir, leur poser un problème de politique intérieure grave, au point qu'il pourrait être éventuellement renversé. Et puis, derrière cette frappe, il y a ce qui est écrit en filigrane. C'est que les Iraniens, comme je l'ai dit, ont fait passer quand même plusieurs missiles qui ont atteint leurs cibles. Des cibles militaires, des cibles de pistes d'envol des avions israéliens qui sont extrêmement importants dans le processus de défense d'Israël. Or, qui soutient l'Iran ? Car l'Iran n'est pas du tout dans la situation de l'Irak quand elle tirait ses scouds beaucoup plus faibles sur Israël lors des précédentes guerres des États-Unis contre l'Irak. L'Iran est soutenu par la Chine et par la Russie. Or, on sait les capacités balistiques de la Russie, combien l'Iran aide la Russie dans sa guerre en Ukraine, en particulier avec des drones. On ne sait rien des transferts de technologie et de l'aide qu'assure la Russie à l'Iran. Et ça aussi, c'est une grande ambiguïté stratégique devant laquelle sont posés les Occidentaux et Israël. Ajoutons à cela que, justement, les proxys, le Hezbollah et les Houthis, n'ont pas réellement tiré, et surtout le Hezbollah n'a pas réellement tiré cette nuit-là sur Israël. Quid ? Qu'est-ce qu'il se passerait si, dans une attaque plus massive, le dôme de fer, dont la défense, encore une fois, a coûté en une nuit plus d'1 milliard d'euros, était saturé de tirs de roquettes du Hezbollah. Or, on sait qu'ils en ont
des milliers. Ça veut dire plusieurs jours de tirs de nuit très compliqués à contrer, mais qui provoquent une saturation. Or, il faut comprendre que depuis mai 2012, les Iraniens et les Russes travaillent l'épée contre le bouclier. Dans la dissuasion militaire, l'affrontement militaire, on a cette thématique du bouclier et de l'épée. L'épée attaque, le bouclier défend. En mai 2012, le président américain Barack Obama relance la logique du bouclier antimissile. On a déjà parlé, c'est considéré par la Russie comme non pas un acte de guerre, mais un acte de relance de la course aux armements et d'antagonisme fort envers elle, puisque le bouclier antimissile est placé en Pologne, c'est-à-dire les missiles antimissiles sont placés en Pologne, en Roumanie, et les radars en République tchèque. Mais officiellement, ce bouclier antimissile sert à défendre l'Europe d'attaques de missiles intercontinentaux iraniens, que les Iraniens n'avaient pas en 2012. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux développant un bouclier supérieur, le bouclier antimissile en Europe, le dôme de fer, les patriotes, cela provoque un travail de recherche sur l'épée, la manière de frapper et de traverser les boucliers de défense. Or, on l'a vu avec les missiles Kinjal, entre autres en Russie, les missiles hypersoniques, ce camp-là développe des armements qui traversent, ou en tout cas peuvent traverser, le système de défense. Et donc l'Iran réussit là un exploit en termes géostratégiques. Elle met une ambiguïté stratégique forte dans la tête des Occidentaux. Et c'est pour ça que Joe Biden, ou qui que ce soit, en tout cas l'administration actuelle de la Maison-Blanche, a convoqué immédiatement un G7 et poussé tous les membres du G7 à appeler Netanyahou pour lui dire de ne pas escalader. Non pas qu'ils aient, eux non plus, un amour gigantesque pour la République islamique, mais bien parce qu'ils ont compris ce que se cachait derrière cette frappe arrêtée à 99%. Et c'est là qu'est le souci maintenant, car tout est dans les mains d'un seul homme et d'un seul gouvernement, celui de Netanyahou. Sa carrière politique, sa vie même, dépend de son maintien au pouvoir. Et son maintien au pouvoir dépend de la continuation de la guerre, que ce soit la guerre à Gaza ou son extension à l'Iran. Car dès qu'il y aura une opportunité pour réformer le gouvernement, les Israéliens le feront sortir et il risque de finir en prison avec son épouse. Donc pour lui, la continuation de la guerre est extrêmement important. Et on voit comment là se mixent les intérêts privés avec les intérêts, ou plutôt les désintérêts, de l'État israélien. Or, Netanyahou sait que malgré les propos de Joe Biden, il n'y aura pas de lâchage. Ou peut-être qu'il y aura, ça on ne sait pas. Mais a priori, je penserais que les États-Unis ne vont pas lâcher Israël, surtout dans un contexte aussi difficile. En tout cas, c'est un jeu de bluff, et un jeu de bluff qui est engagé là en ce moment entre Netanyahou et Joe Biden. Joe Biden étant en train de négocier une aide encore supplémentaire de 15 milliards après l'aide de 3,5 milliards allouée à Israël, et sachant que le gros des munitions qu'utilisent les Israéliens dans leur conflit, dans leur guerre, sont produits par les États-Unis. C'est pour ça que, en raison de ces différents éléments, on a un effet stratégique assez intéressant développé par les Iraniens, et on se retrouve dans une situation qui est, encore une fois, quand on écoute certains analystes, quand on écoute les médias de masse, ce mépris pour une forme de néocolonialisme, de mépris pour les autres. Ce sont des gens là-bas, c'est des Iraniens, c'est des Indiens, des Chinois, tout ça, ils mettent des tenues bizarres, ils ont des turbans. La représentation qu'on a de ces pays-là est toujours pouilleuse. C'est pas des gens qui savent vraiment faire des choses. Alors bon, vous pensez que l'Iran développerait des missiles balistiques efficaces? Mais non. Eh bien sûr que oui. Rien que la production par année du nombre d'ingénieurs
iranien est quasiment égal à celui des États-Unis, qui a une population 4 fois plus nombreuse. C'est l'analyse qu'a fait Emmanuel Todd dans son livre « La défaite de l'Occident ». On ne se rend pas compte. Les efforts en termes d'ingénierie, les efforts scientifiques développés par la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran, au contraire, on continue à mépriser. Vous l'avez vu avec la Russie est incapable de fabriquer ceci, elle ne peut pas faire cela, tout va s'effondrer. Ils n'ont rien, ce sont des ours qui boivent de la vodka. Ah, le régime islamique de la République islamique, ça doit être des gens qui ne boivent pas évidemment de vodka, mais qui se mettent des turbans et prient toute la journée, ils fouettent les femmes, et puis c'est tout ce qu'ils font. Et les Chinois, on les connaît tous, ils sont bien incapables de faire les choses. Et puis les Indiens, ma foi, les Indiens, ce sont des gens qui ont des pagnes, qui prient tout un tas de dieux bizarres, et qui mangent des trucs très pimentés. Puis c'est sympathique, c'est des endroits où on peut aller faire du yoga avec des gourous. Bon. J'exagère un petit peu, mais il y a de cela dans l'inconscient collectif en Occident, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Nous ne sommes pas avec l'Iran d'il y a 20 ans. Ce n'est pas l'Irak d'il y a 20 ans. La Chine n'est pas la Chine de 2000. Ce n'est pas l'Inde de 2000, ce n'est pas la Russie au moment où Poutine prend le pouvoir. Ils ont eu une énorme avancée, on l'a laissé faire cette avancée, non pas en la laissant parce qu'ils auraient pris je ne sais quel pouvoir, on les laissé faire parce que nous ne faisons pas assez d'industrie, pas assez de recherche, pas assez de science, et qu'on considère comme acquis notre domination qui repose beaucoup sur le secteur financier et le secteur tertiaire. Voilà la situation nouvelle, géostratégique qui émerge après la frappe iranienne sur la Syrie. Maintenant, on attend la réaction d'Israël, ou plutôt de Netanyahou. Espérons que le choix ne sera pas fait et de frapper le territoire de l'Iran, en particulier des installations nucléaires comme les Israéliens avaient pu le faire à l'époque avec l'installation d'Osirak en Irak et en arrêtant ainsi le programme nucléaire irakien. Espérons que Netanyahou suivra les conseils de Joe Biden. Espérons que Netanyahou ne jouera pas au bluff complet avec les Américains et les entraînera dans un conflit. Et puis une dernière remarque, comme vous l'avez entendu, la France a participé à la défense d'Israël. Et là encore, non pas que l'on n'aime pas Israël, ce n'est pas du tout mon cas, mais quel intérêt la France sert dans cette affaire? La France, en participant à la défense d'Israël, se met exactement dans la même position que celle qu'elle a choisie en Ukraine, à savoir de ne plus pouvoir être une des nations ou la nation qui peut proposer qu'il y ait une conférence de paix, par exemple à Paris, puisqu'elle va être considérée par une partie des belligérants comme co-belligérante. Énormément se joue actuellement au Proche-Orient. Attendons de voir la suite et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous ne l'avez pas fait, de liker, de commenter, c'est important pour nous, de partager si vous avez apprécié. Et puis, si vous en avez encore la possibilité, il y a ce lien sous la vidéo qui vous permettra de faire un don pour que nous continuions notre travail. Je vous remercie et à très bientôt.